On est ravis de vous accueillir pour cette conférence de presse de la 33e édition du Sommet de l'élevage dans cet endroit magnifique. Nous sommes en présence de Madame Gulsara Aristankoulova, ambassadrice du Kazakhstan en France. Bonjour à vous. On est vraiment ravis de vous accueillir comme représentante du pays à l'honneur cette année au sommet. En présence aussi, bien sûr, de Jacques Chazalet, qui est président du Sommet de l'élevage. Bonjour Jacques. Bonjour également à tous nos intervenants. Je vais leur laisser la parole très très vite. Alors nous sommes pour la 3e fois accueillis dans cette salle magnifique du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc merci, c'est une grande fierté d'être là. Merci au ministre bien sûr et à ses équipes pour leur disponibilité et leur soutien. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Merci de votre présence, avoir répondu donc OK pour être avec nous. Plus d'une 50aine dans la salle et nous avons bien sûr, ne les oublions surtout pas, tous nos connectés à distance. Il faut savoir qu'on a plus de 90 pays qui sont représentés et plus de 1000 connexions à cet instant. Ça va peut-être augmenter encore, mais c'est déjà extraordinaire. Donc merci d'ores et déjà aux équipes techniques pour cette prouesse et cette ouverture à l'international ô combien importante pour un salon de cette importance. Nous allons parler évidemment de l'ampleur du salon, de chiffres, des temps forts, de sa dimension internationale, des nouveautés cette année, notamment avec la mise en place d'outils digitaux qui vont faciliter encore davantage les connexions entre les exposants et les visiteurs. Cette conférence de presse va être aussi l'occasion de valoriser plus de 70 races de concours et particulièrement la race de viande bovine Salers. Nous reviendrons aussi sur les enjeux de développement durable. Vous savez à quel point c'est important. C'est écrit sous le nom du sommet de l'élevage, le mondial de l'élevage durable. C'est inscrit dans son ADN. On abordera notamment le sujet du pastoralisme et on finira par un éclairage sur le marché du machinisme agricole en France et en Europe. Voilà pour le sommaire de cette conférence dense et très intéressante. Et tout de suite, je laisse la parole bien sûr à Jacques Chazalet pour ouvrir cette conférence de presse. Bien, merci. Et bonjour à tous. Mais l'ouverture, vous avez présenté l'essentiel. Et juste quand même, effectivement, remercier à nouveau le ministre, compte tenu de la situation qu'on ne verra pas et on n'aura pas non plus de représentants, mais enfin, de nous mettre à disposition ces locaux. Remercier Madame l'ambassadrice, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Benoît y reviendra sur le pays à l'honneur, ce que cela représente pour le sommet de l'élevage et ce que cela représente dans la stratégie globale, parce que un pays à l'honneur, c'est pas une décision unique du sommet de l'élevage, ça s'inscrit dans une stratégie globale. J'ai eu la chance d'accompagner le président de la République dans une visite à l'automne 2023 au Kazakhstan. Donc on a rencontré le président, il devait rendre une visite d'État qui est reportée, on verra. Mais c'est important d'avoir ces liens avec des pays qui représente le mondial de l'élevage durable, c'est-à-dire qui représente et qui incarne le pastoralisme. Et c'est important à la fois sur le symbole que ça représente pour nous, mais c'est important aussi d'un point de vue économique, parce que ça veut dire que ces pays-là sont intéressés pour avoir des échanges, pour effectivement utiliser tous ces pâturages et tous ces espaces. Madame l'ambassadrice aura l'occasion de le dire, je vous rappelle simplement que le Kazakhstan, c'est 5 fois la France. Donc vous imaginez bien les espaces immenses qu'il y a à revaloriser. Dire aussi, le sommet d'élevage, Fabrice en parlera, c'est effectivement un rendez-vous économique et politique. Mais il y a aussi énormément de choses qui se passent autour de ça. Bruno reviendra sur effectivement tout ce qui est le pastoralisme. Vous avez évoqué le digital. Revenir aussi sur ce qui est une pépite quand même pour le sommet, c'est les sommets d'or. Rappeler qu'il y a près d'une centaine de candidats, que pour les exposants, ça a quelque chose d'important. Et donc, c'est pour le sommet de l'élevage, dans le rayonnement, c'est important aussi.
Donc voilà, le sommet de l'élevage continue sa progression. On a géré effectivement des espaces à Clermont-Ferrand. Bon, on va pas en parler ici, mais tout petit à petit, les choses se règlent. Donc, nous sommes très confiants pour l'avenir et on va rentrer en détail. On accueillera tout à l'heure le directeur d'Axema, qui est effectivement le représentant d'un gros pôle d'exposition, hein, parce que vous savez bien qu'un salon ne tient que parce qu'il y a des exposants qui trouvent leur compte. Donc, il nous expliquera en quoi le sommet correspond à leur attente et aussi la vision globale du marché du matériel au niveau européen. Voilà, donc merci à vous une autre fois. Et puis, écoutez, on va être prêt à répondre à vos questions. Madame l'ambassadrice, peut-être quelques mots en ouverture. Vous souhaitez... vous avez un micro juste devant vous, regardez le numéro 3, peut-être comme ça vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous qui sont ici dans ce beau salon du ministère de l'Agriculture et sur Internet, mais aussi qui sont donc peut-être très loin, mais sont ensemble avec nous online. Tout d'abord, évidemment, je voulais remercier au nom de la République du Kazakhstan, du gouvernement de mon pays, du ministre de l'Agriculture, nos amis partenaires français et plus particulièrement Monsieur le Président du Sommet de l'élevage, Monsieur Chazalé. C'est pour nous évidemment un honneur, une excellente opportunité de présenter le potentiel agricole de mon pays, ses progrès réalisés, mais aussi je pense que c'est aussi intéressant pour la France, pour nos autres partenaires en Europe et au-delà, d'avoir à vos côtés le géant de l'Asie centrale, comme j'ai vu dans les plaquettes d'information sur le sommet, qui représente vraiment un énorme potentiel et un océan d'opportunités. Donc, je crois cet intérêt et la participation du Kazakhstan à titre d'invité d'honneur, ça répond à nos intérêts réciproques. Et le Kazakhstan, j'ose le dire, essaiera d'être à la hauteur de vos attentes. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette ouverture. Alors, je rappelle à vous dans la salle et aussi à ceux qui sont à distance que nous aurons donc plusieurs sessions de questions-réponses. Donc, je vous passerai la main à ce moment-là. À distance, c'est le chat qui est votre outil. Et dans la salle, pensez bien surtout à attendre que le micro vous soit donné. Merci de lever la main parce que le micro permettra que ceux à distance entendent votre question avant d'avoir notre réponse. Nous allons démarrer avec Fabrice Berton. Bonjour, vous êtes le commissaire général du sommet et je pense que vous êtes évidemment très heureux car ce sont encore de nouveaux records qui s'annoncent pour cette 33e édition. Eh bien, effectivement, j'ai le plaisir de vous dire, dans un contexte que vous verrez peut-être qui s'est tendu un peu, notamment dans le domaine du machinisme, le sommet fait mieux que résister puisque nous battons de nouveau un record. Nous allons atteindre à peu près 1600 exposants. Donc là, on affiche complet, 4 mois avant le sommet de l'élevage. Une petite frustration, c'est qu'on ne peut pas prendre tout le monde et on a dû laisser en attente, peut-être pour des prochaines éditions, un certain nombre d'exposants, notamment étrangers, qui ont choisi également le sommet comme un événement majeur pour pénétrer le marché français. Donc c'est une petite frustration, mais disons, comme on dit, il vaut mieux vivre ça que l'inverse. Voilà, donc nouveau record. Et puis, c'est la 33e édition. Donc, pour redonner une petite perspective historique... On va afficher quelques chiffres. Je vous rappellerai que, vous voyez, la première édition, nous avions commercialisé 3000 m² de stand et nous arrivons à 97 000. Donc, pour ceux qui sont bons en calcul, vous voyez, c'est presque 33 fois plus en 33 ans, en 33 éditions. Donc ça, c'est pour montrer que le sommet de l'élevage n'a jamais baissé en 33 ans, a toujours fait une marche de plus,
à l'image, vous voyez, peut-être de notre région. Nous n'allons pas vite, mais nous progressons sûrement et nous inscrivons dans le temps. Donc nous sommes ravis que dans un contexte difficile, le sommet fait mieux que résister, c'est ce que je disais, et est choisi et vécu par les exposants comme un événement essentiel pour le développement de leur activité. Alors les temps forts, vous les avez ici. On a parlé du concours national salaire. On a l'habitude chaque année d'accueillir, en dehors des 70 races qui sont en présentation, un concours majeur qui est dans le domaine des races à viande. Donc cette année, c'est la race salaire, qui d'ailleurs, les représentants de la race pourront indiquer à Madame l'ambassadrice qu'elle est déjà présente au Kazakhstan, cette race, historiquement. Il y a eu déjà des importations dans ce pays. On accueille de nouveau une confrontation européenne de la race cimentale. Mais je vous dis, à côté de ces deux concours, 70 races sont représentées au sommet sur 3 espèces, l'espèce bovine, équine et ovine. Donc c'est assez exceptionnel et c'est l'une des plus belles vitrines génétiques françaises et même au niveau européen, parce qu'avec 2000 animaux présents, il y a très peu d'événements, même dans le domaine de l'élevage, qui offrent une vitrine aussi complète. Jacques a fait référence aussi au Sommet d'Or, qui est un concours d'innovation. Comme tout salon, ce genre d'activité est pratiquée. Le nôtre est assez restrictif, car suivant les années, il y a entre 8 et 12 gagnants simplement. D'autres concours sont beaucoup plus généreux dans les récompenses. Là, il y a une sélection assez forte, ce qui donne d'autant plus de poids à ceux qui remportent ces sommets d'or. Et là aussi, cette année, 98 dossiers, je crois, ont été retenus. C'est un record. L'an dernier, c'était 92 et l'année d'avant, un peu moins. Donc, d'année en année, de plus en plus d'entreprises sollicitent, candidatent. Donc, ce qui ajoute, vous voyez, de plus en plus de candidats et avec un nombre limité de gagnants. Donc, ça donne de plus en plus, ça renforce de plus en plus la qualité de gagner à ces concours, le fait de gagner. 140 conférences, là aussi, à peu près le même nombre que l'an dernier, avec des dominantes, des thématiques dominantes, notamment tout ce qui est nouvelles énergies, bien sûr, et qui est en plein développement et qui concerne, j'allais dire quasi essentiellement ou énormément le monde agricole. Donc ça, ce sont la dominante de la... mais aussi après des tas de thématiques diverses concernant l'élevage. Et n'oublions pas que dans l'ADN du sommet, il y a aussi une dimension de convivialité. Nous, on y tient. On a même... on revendique peut-être d'être une formule dans la façon dont on organise, d'être un peu le comice agricole du XXIe siècle. C'est-à-dire quand je vous dis le comice agricole, pour peut-être, ça fait, comment j'allais dire, référence à des événements traditionnels qui existent dans nos régions. Et ce n'est pas péjoratif que de traiter un salon professionnel de comice agricole du XXIe siècle. Car souvent, dans ces comices traditionnels, les éleveurs venaient pour faire des affaires, mais aussi pour passer un moment de convivialité. Et nous avons voulu garder ça en étant persuadés qu'on est efficace quand on est utile et qu'on est agréable aussi, qu'on vit des moments agréables. Donc là, on a multiplié les soirées de convivialité. Donc vous avez les jeunes agriculteurs qui occupent un zénith et qui font venir 5 à 6 000 jeunes d'autres catégories socio-professionnelles pour communiquer sur le métier d'agriculteur. Vous voyez que ça se passe dans un zénith, donc c'est tout à fait des formules de convivialité et des soirées organisées par les éleveurs dans différents endroits. Les exposants s'y mettant d'ailleurs et nous demandent de proposer à leurs clients aussi des soirées un peu privatives pour passer ces moments de convivialité. Voilà, je pense on garde la surprise pour, essentiel, oui. pour le reste. Donc, il faudra évidemment venir au salon du 1er au 4 octobre. Vous avez partagé quelques chiffres. Est-ce qu'il y en a encore quelques-uns? Oui, je les vois apparaître. Voilà, je vous laisse rapidement les commenter. Le format du sommet de l'élevage, vous voyez, 97 000 m², 1650 exposants qui viennent de 32 pays, 120 000 visiteurs attendus. Disons... Benoît précisera, mais ça sera peut-être entre 5 à 10 000 visiteurs étrangers qui viendront de plus de 90 pays.
voilà, les 2000 animaux, et je le répète, qui, avec ce chiffre-là, positionne le sommet comme l'un des principaux événements en Europe sur la qualité et la quantité de présentation des animaux. Merci justement pour cette transition, puisque nous allons, avec Benoît Delalloy, responsable international du sommet, aborder justement cette dimension internationale qui est évidemment éminemment présente. Elle s'affirme et elle se décline comment pendant le sommet ? Alors bonjour à tous. Donc elle se décline de deux façons, puisque un salon c'est comme un match de rugby, on va dire. Il y a deux équipes, il y a des exposants et des visiteurs. Alors d'abord côté des exposants, donc comme l'a dit Fabrice tout de suite, on a environ 300 exposants étrangers cette année, originaires d'une trentaine de pays. Et malheureusement, on doit en refuser aussi, faute de place. Et voilà, rançon du succès, on ne pourra pas accueillir tout le monde, mais enfin en tout cas, voilà, on est sur une belle dynamique. Donc ça, c'est le côté exposant. Donc ils viennent quand même pour la très grande majorité d'entre eux des pays européens frontaliers, bien sûr, parce que c'est quand même plus facile pour commercer avec la France, mais pas seulement, puisqu'encore une fois, une trentaine de pays. Après, côté visiteurs, donc ça c'est les chiffres de l'an dernier, puisqu'on avait accueilli 5000 visiteurs étrangers de plus de 90 pays. Donc on verra cette année, mais voilà, la dynamique est plutôt bonne, donc voilà, on s'attend aussi à battre ce record, je l'espère. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ces visiteurs ? Plein de choses. On sait que c'est parfois un petit peu compliqué de venir jusqu'à Clermont, donc en tout cas, on s'attache à bien les accueillir et à faire en sorte qu'ils repartent satisfaits de leur séjour et qu'ils en parlent surtout autour d'eux. Donc, tout d'abord, on leur offre l'entrée gratuite au salon, donc c'est pas grand-chose, c'est symbolique, mais bon, voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle un club international. Donc là, c'est aussi dans l'enceinte du Zénith d'Auvergne, donc c'est quand même assez prestigieux. On a plus de 500 mètres carrés là qui sont dédiés aux délégations étrangères. Donc voilà, un espace de travail, de restauration, etc. Des étudiants interprètes. Il y a même une salle de prière pour les musulmans, etc. Donc voilà, on fait tout pour qu'ils soient aux petits soins. Et puis ensuite, la vraie plus-value du sommet de l'élevage, c'est notre programme de visite de terrain. Donc c'est vrai qu'on est à Clermont-Ferrand, donc c'est pas Paris, il n'y a pas le Moulin Rouge, il n'y a pas la Tour Eiffel. Par contre, voilà, on fait 20 minutes, 30 minutes de car, et là, on est vraiment au cœur de notre zone d'élevage. Donc on peut visiter des élevages bovins, ovins, équins, etc., même des abattoirs, des unités de transformation, des unités de méthanisation, etc. Donc ça, c'est très, très, très apprécié. Et chaque année, ce sont près de 1000 personnes qui participent à ces visites de terrain. Je ne sais pas si on peut passer la slide suivante. Donc, les visites de terrain, donc très, très appréciées. Ensuite, on organise aussi une... non, c'était pas celle-là. Ou celle d'avant, peut-être. Là où il y a tous les chiffres. On organise également en collaboration avec France Génétique Élevage, donc toute ce qu'on appelle la grande soirée internationale de l'élevage, où on présente à nos délégations étrangères, donc le mercredi soir. Donc ça fait partie aussi des soirées conviviales et festives dont on parlait tout à l'heure. Donc on leur présente l'ensemble des races animales françaises, ovines, bovines, caprines, équines, avec une traduction simultanée en anglais. Donc voilà, on présente toute la génétique française dans sa diversité et sa qualité. Et ensuite, on offre un cocktail dînatoire à l'ensemble des délégations. Donc là aussi, c'est toujours un grand moment. On a bien chouchouté ces clients internationaux. Et bien sûr, la mise à l'honneur d'un pays, avec des vrais enjeux stratégiques aussi. Tout à fait, donc ça c'est une action qu'on mène déjà depuis une dizaine d'années, donc d'avoir un pays à l'honneur. Donc ça c'est important pour nous, donc on met un éclairage sur un pays forcément qui a une tradition d'élevage, un petit peu comme nous, et notamment d'élevage herbagé. Donc là, pour le coup, le Kazakhstan vraiment est le pays idéal. Comme Madame l'ambassadrice l'a dit, c'est le géant de l'Asie centrale, donc c'est vrai qu'on ne peut pas le rater sur la carte. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de besoins. Je l'imagine vu de loin, voilà, un pays entre la Chine et la Russie, donc avec des opportunités incroyables. Donc si on peut, nous, à notre modeste niveau, essayer de connecter les gens, de favoriser les échanges entre la France et le Kazakhstan et de permettre à nos races de peut-être de s'y implanter et d'aider le Kazakhstan à développer un élevage encore plus productif, on aura fait notre petite part
du travail. Voilà. C'est Donc on ça. est fiers de pouvoir agir à ce niveau-là, en tout cas. Chacun sa part et elle est excessivement importante. Le sommet, c'est évidemment une année complète d'organisation, même peut-être un peu plus d'ailleurs dans vos timings à tous. Des milliers d'heures de travail pour toutes les équipes pour 4 jours. Et donc c'est posé, de manière très judicieuse d'ailleurs et pertinente, comment fait-on pour optimiser déjà ces 4 jours en termes de connexion entre les exposants, les visiteurs. Et on a avec nous pour y répondre Victor Berton. Bonjour. Donc responsable du développement du salon. Alors pour aider et faciliter les connexions et les échanges, comment ça fonctionne cette année ? Alors aujourd'hui, en fait, un salon, c'est une remise en question perpétuelle. Chaque année, on regarde qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait peut-être de moins bien. On essaie de renforcer ce qu'on fait de bien, on essaie d'améliorer ce qu'on fait moins bien. Et donc aujourd'hui, on va bien sûr renouveler déjà toutes les solutions digitales qu'on a mis en place l'année dernière, les prises de rendez-vous. On commence à habituer nos exposants, nos visiteurs à le faire, et ça permet d'optimiser en fait votre venue, vous améliorer, parce que le sommet c'est tellement grand, 220 000 m² en une journée, il faut optimiser son temps. Mais aussi, en fait, là, on a encore des nouvelles nouveautés où là, quand vous allez arriver en fait au sommet, on sait qu'on a un problème par exemple, d'accès au site. Alors là, c'est petite solution par petite solution et on va réussir vraiment à l'améliorer. Et on a mis une plateforme de covoiturage qui va vous permettre en fait d'optimiser votre venue, de réduire peut-être le nombre de voitures, de réduire aussi un peu le nombre de carbone émis. Donc vous pouvez autant déposer une annonce qu'aller en chercher une en ligne depuis notre site internet. Après, on sait qu'on a aussi un petit problème, par exemple, sur l'hébergement. On sait que Clermont, c'est une ville moyenne et le sommet, c'est un salon international. Donc, c'est sûr qu'on manque même d'hébergement et parfois, les hébergements sont même très chers. On a mis en place en fait une plateforme où on vient nous négocier le prix avec les hôtels pour que vous ayez les meilleurs prix possibles. C'est en dessous des prix de booking, si vous voulez. Et on arrive en fait à proposer un nombre d'hébergements au meilleur prix et tout ça aussi depuis notre site. Ensuite, on sait qu'on a un problème, par exemple, pour se repérer dans le salon. Vous savez, nous, on n'est pas en intérieur, on n'a pas des lettres A, B, C et suspendues. Voilà. On est beaucoup en extérieur. Comment se repérer ? On a mis en place un système de géolocalisation qui sera surtout disponible en extérieur, parce que dans les bâtiments, c'est beaucoup plus compliqué en fait, de le faire. Mais en extérieur, 75% déjà de notre surface va être améliorée. En fait, vous allez vous repérer encore mieux grâce à la géolocalisation. Ensuite, on a là, et là, on est très très fiers de le montrer aujourd'hui, on a le premier IA dédié aux éleveurs. Donc à ma connaissance, il n'y a pas d'autres salons qui l'a fait déjà, mais on a une IA en fait qu'on vient enrichir avec toute la data, toutes les données qu'on a de l'événement et qui permet en fait d'optimiser votre visite. On a même fait une petite vidéo, si vous voulez, pour la regarder. Mais en fait, vous venez demander à l'IA, par exemple, je cherche quelque chose sur les énergies renouvelables. Et ça vient pas simplement vous répondre par un texte, mais ça vient carrément vous proposer une personne, une fiche entreprise, une conférence, un concours animal auquel vous pouvez venir. Donc on vient optimiser même votre recherche. C'est plus simplement un petit système de filtre et vous passez 1 heure à faire votre chemin. Non, là on vient en quelques clics, en écrivant bien votre question, vous allez arriver à optimiser votre temps. Et ça c'est pour optimiser votre temps. Ensuite, on s'est dit, on est un rendez-vous médiatique, on a énormément d'informations, on a énormément de live. On a le ring bovin viande, le ring bovin lait, l'agora, le ring caprin, le plateau télé du sommet. On a même un nouveau plateau digital dont on va vous parler après. Et on a tous ces lives, mais comment on fait pour le faire passer encore une autre étape parce qu'aujourd'hui, on a peut-être 40 000 visiteurs aujourd'hui, 40 000 éleveurs, mais qu'est-ce qu'on fait des 250 000 qui ne sont pas là ? On va permettre d'avoir une super télé et s'ils veulent, ils peuvent être informés. On va capter tous les lives et créer le super canal avec que le top du top de tous les lives.
Donc en fait, on vient créer une vraie télé et on vient donner une autre dimension en fait à notre communication live. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, c'est tous les flux qu'on a et on vient le capter, on fait une super télé. Un peu, vous savez, le multiplex, par exemple, que vous avez du rugby, c'est le mieux du mieux. Voilà. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on arrive à finalement connecter d'un côté l'hyper technique. Aujourd'hui, l'IA, les réseaux, les flux, avec un métier d'exception, de tradition, aussi bien sûr de modernité, mais c'est assez remarquable. Vous commenciez à le dire, mais le voilà qui arrive, mais finalement, ces 4 jours, ils sont optimisés, mais ils restent toute l'année. Ce serait tellement bien si on pouvait faire quelque chose pour continuer à communiquer ensuite, et ça a été le sens de votre réflexion, je crois. En fait, aujourd'hui, on se dit c'est super de faire un événement qui est apprécié tous, connu tous, où on a beaucoup d'informations, mais c'est bien d'être le roi de la piste 4 jours par an, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année? Donc, on s'est dit comment faire le sommet de l'élevage toute l'année? Parce que le sommet de l'élevage, c'est une communauté professionnelle qu'on arrive à rassembler à un moment donné. Mais comment les rassembler toute l'année? Bien sûr, tout le monde a une idée de se dire pourquoi pas faire des choses digitales. Le sommet, on l'a défini en 3 grands axes. 3 grands axes, c'est un rendez-vous économique, puisque c'est un salon B2B, c'est un salon où on fait des affaires. C'est un rendez-vous médiatique, on a énormément d'informations, énormément de journalistes. Voilà. Et c'est un rendez-vous social. Social parce que les gens viennent pour se rencontrer, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour rencontrer des prospects. Et du coup, on s'est dit, on va créer le comptoir des éleveurs. C'est le sommet de l'élevage toute l'année. Et on va le présenter sous 3 grands outils. C'est une marketplace, c'est un peu l'Amazon pour nos exposants. Ils peuvent mettre en ligne, directement en ligne, c'est gratuit pour eux, tous leurs produits et vendre directement aux agriculteurs. Il y a un média digital qu'on a créé, que vous retrouvez sur tous nos réseaux sociaux, qui commence à très très bien marcher déjà. C'est un peu le combini de l'élevage, si vous voulez, le brut de l'élevage. C'est une nouvelle façon en fait de communiquer, mais c'est aujourd'hui les codes de la consommation de l'information sont extrêmement tournés vers ce genre de médias. Et après, on a créé un réseau professionnel, le LinkedIn un peu de l'élevage, c'est un réseau des pros, c'est comme un réseau social, et vous pouvez en fait avoir vraiment vous connecter tout au long de l'année. Et en fait, si vous regardez bien sur la slide, on vient répondre exactement à la même chose qu'on a physiquement, mais digitalement, c'est-à-dire le grand magasin, le comptoir des éleveurs, c'est dans le but de commercer. Le média alternatif de l'élevage, c'est dans le but, c'est d'informer, et le réseau des pros, c'est dont le but est de connecter. Et aujourd'hui même, on est assez fiers, on peut vous l'annoncer, on va s'associer avec des grands groupes de presse, le grand groupe de presse Réussir, pour en fait avoir certainement le plus grand aujourd'hui salon professionnel agricole qui vient s'associer avec le plus grand groupe de presse agricole. Donc ça peut, on met tous les ingrédients pour que ça marche, quoi. Magnifique. Est-ce que sur ces points que nous avons vus jusqu'à présent, la dimension internationale, les nouveautés, le digital, la communication, le commerce, l'information et le rassemblement, vous avez des questions dans la salle? Je vais me permettre de... Voilà, je vous vois mieux comme ça. Est-ce que vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît? Je sais qu'on va avoir aussi des questions éventuellement par le chat, s'il y en a. Pour vous, tout est clair à ce stade? Est-ce qu'en régie, on a des questions sur le chat ou pas? Je vais attendre. Oui, a priori, c'est le cas. Donc, je vais juste attendre qu'elle... Il y en a une? Oui, elle va arriver Elle va arriver à l'écran. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais on va la récupérer. Merci déjà de l'avoir posée. Ok, ça c'est en anglais. C'est que j'ai bien fait mon boulot. C'est ça, c'est ça. Voilà, quelques instants. On est évidemment, techniquement, il faut que ça passe dans les tuyaux et que ça arrive jusqu'à nous. Donc elle n'est pas affichée, mais je pense que ça va être le cas. Réfléchissez pendant ce temps dans la salle si vous avez un besoin. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Du coup, je vais vous la poser C'est en bon, direct. Je viens de la voir à l'instant. Merci. Merci beaucoup, la régie. Alors, tous les ans, vous nous parlez d'une édition record. Vous accueillez de plus en plus d'exposants. Comment gérez-vous cette évolution constante et avez-vous des projets d'agrandissement du site? Bien. Oui.
Effectivement, donc, on est dans un parc expo. Le propriétaire du parc expo étant le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a la chance d'avoir justement un propriétaire, un conseil régional qui nous a constamment accompagnés. Donc cette année, vous voyez, pour pouvoir faire la progression, prendre 5000 m² de stand, il y a des travaux qui ont été encore faits d'agrandissement du parc en extérieur. Donc pour l'avenir, on sait très bien nos besoins. On voudrait acquérir une parcelle, disons, entre 20 et 30 hectares supplémentaires pour garantir des zones de parking, mais également pour avoir éventuellement des parcelles d'essai, quand on a une demande là-dessus, par rapport à certains exposants, et des surfaces supplémentaires d'exposition. Et également le projet d'une 3e halle, puisque la conception de ce parc expo qui avait été initié par l'ancien président de la région Auvergne, qui était Giscard d'Estaing, prévoyait 3 grandes halles. À l'heure actuelle, il y en a 2. Donc, pour finaliser le projet, doit arriver dans les prochaines éditions une 3e halle et une 20aine d'hectares supplémentaires qui nous permettraient donc de continuer la progression du sommet de l'élevage. Voilà. Très bien. Et puis après, il y a d'autres montagnes et massifs autour, on va savoir. Et on fera des sommets décalés. J'ai cru voir passer 2 autres questions. Alors, on a une question dans la salle. On va vous passer un micro, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. Puis vous me direz en régie si les 2 autres, on les posera également. Bonjour. Bonjour. Aléa Sasdekov, agence Kabar, le Kazakhstan évidemment. Donc la question pour la direction du salon, peut-être pour notre ambassadrice aussi, d'être le pays d'honneur, ça signifie que les agriculteurs kazakhs et peut-être d'Asie centrale seront largement présentés sur le salon. C'est ça la question. Merci. Qui veut répondre ? Déjà peut-être, oui, effectivement, sur la dimension internationale. Alors effectivement, la présence du Kazakhstan prend plusieurs formes. Tout d'abord, il y aura un stand du Kazakhstan d'une 60aine de mètres carrés dans notre hall d'accueil avec les autres collectivités. Donc où le Kazakhstan pourra présenter son agriculture, ses produits, etc. Donc ça, c'est pour la présence, on va dire, institutionnelle. Ensuite, il y aura une conférence sur l'agriculture et l'élevage au Kazakhstan, donc qui sera organisée le mardi matin, le premier jour. Donc là aussi, où il y aura des interventions de la part du Kazakhstan et également de quelques entreprises françaises qui travaillent déjà au Kazakhstan et qui pourront donner quelques conseils pour aborder le marché. Donc ça, c'est le mardi matin. Ensuite, nous organiserons également des visites d'élevage spécifiques pour la délégation du Kazakhstan. Donc là, en fonction de leurs besoins, de leurs souhaits, voilà, on leur fera une journée spéciale Kazakhstan en termes de visite de terrain. Ensuite, on aura l'honneur, je crois, ça a été confirmé, d'avoir la visite du ministre de l'Agriculture du Kazakhstan, donc qui fera l'honneur d'être avec nous, donc dès le lundi soir, lors de notre soirée d'ouverture à la mairie de Clermont-Ferrand, et qui ensuite, normalement, accompagnera notre ministre de l'Agriculture lors de la visite officielle le mardi également. Et puis, on l'espère, là, les services des 2 ministères travaillent, donc il y aura une signature d'un accord de coopération entre nos 2 pays. Alors, je ne sais pas si Madame l'ambassadrice veut ajouter quelque chose. Attendez, avant, ce que je voulais rajouter, je m'excuse, je voulais revenir sur la problématique globale des échanges, ce qu'a évoqué Madame l'ambassadrice, c'est-à-dire que le sommet d'élevage s'inscrit dans une démarche qui est une relation d'État à État bien plus complexe. Et alors, bien sûr qu'il y a des échanges au niveau agricole importants, mais vous comprenez bien, comme ça a été souligné par Madame l'ambassadrice, qu'il y a des échanges économiques encore plus larges. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on disait, on apporte une petite contribution, mais c'est une contribution sur une stratégie globale de rapprochement entre la France et le Kazakhstan. Et ça, c'est très important. Merci, Monsieur Chazalé, pour la précision. Voilà, merci pour cette question. Je voulais juste rajouter que, évidemment, nous, au Kazakhstan, on va pleinement profiter de cette invitation. Voilà, c'est un événement très important
un rendez-vous mondial des éleveurs. Et donc, le Kazakhstan, en tant que pays d'invité d'honneur, sera évidemment représenté au niveau officiel, donc avec notre ministre de l'Agriculture, mais aussi avec les représentants de toutes les filières, des associations, des chambres et évidemment des éleveurs et fermiers. Voilà. Mais je crois qu'on a encore quelques temps pour pouvoir vous donner donc, le nombre ou les noms. Donc je crois qu'on va se mobiliser après cette conférence de presse qui sert au jeu justement de lancement des préparatifs à ce grand rendez-vous. Très bien, merci beaucoup. Madame l'ambassadrice et Monsieur le Président, vous restez avec nous. Merci à nos intervenants. On va faire une rotation, si vous voulez bien, pour les suivants nous rejoindre. Voilà, laissez les micros sur la table. Et on aura bien sûr d'autres sessions de questions-réponses. Alors, je vous laisse vous installer. Je crois que vous pouvez venir nous rejoindre tout de suite. Absolument. Et il doit nous manquer aussi 2 autres personnes, non, peut-être? Bon, on va gérer au fur et à mesure, mais sinon je me lèverai de toute façon. Bonjour. Alors, le sommet, vous le savez, bien sûr, c'est une vitrine pour mettre à l'honneur de nombreuses races et la qualité et la richesse de l'élevage français, qui est évidemment incontestablement reconnu dans le monde entier. Et pour en parler, nous avons avec nous Bruno Dufayet, qui est éleveur bovin, président de l'APRAMAC, Association pour la promotion de l'agriculture du Massif central. Merci d'être avec nous. Quelles sont pour cette édition donc les races en concours et la race à viande mise à l'honneur? Alors donc bonjour à tous. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Le sommet d'élevage est quand même un salon très axé sur la présence d'animaux et notamment la présence des 4 espèces de ruminants. On aura plus de 2000 animaux, on aura plus de 70 races réparties sur les espèces bovines, caprines, ovines et équines aussi. On a une belle présentation, on a une quinzaine de races, je crois, de chevaux qui sont présentes sur le salon. Et cette année, on a, alors c'est un peu la race emblématique du Massif central, on a la chance d'avoir le concours national de la race salaire pour ce qui est des races à viande. Donc c'est un plaisir. Alors, je vous avais dit que j'étais éleveur et il se trouve que je suis aussi éleveur de vaches salaires. Donc c'est un double plaisir pour moi de recevoir cette race en concours national au sommet de l'élevage. Et on a aussi sur la partie laitière justement ce concours européen de la cimentale aussi, qui est aussi un moment fort sur la partie plus élevage bovin-lait, qui sera donc aussi un des moments forts de ce sommet de l'élevage. Très bien, magnifique race effectivement, qui est d'ailleurs sur l'affiche de cette année. Voilà, c'est ça, c'est la race que vous avez sur l'affiche et à l'écran. Voilà. Une précision aussi, c'est qu'évidemment la filière viande bovine est très représentée au salon, parce que je crois que c'est 1 visiteur sur 2. C'est ça qui est concerné directement. Oui, c'est ça. Donc c'est effectivement important. Alors pour justement, on peut-être préciser aussi et qu'on garde aussi toujours. Voilà, vous l'avez à l'écran avec toujours cette originalité. On doit être le seul salon à le faire avec cette présentation d'animaux au sein du Zénith, qui donne aussi justement un écrin phénoménal aux présentations animales et qui permet de remettre en valeur justement tout le travail des éleveurs dans des conditions quasi optimales. Voilà. Magnifique. On passe de la salle, on passe des divers concerts de l'année au show des bovins, et ça c'est aussi quelque chose d'assez spécifique à notre salon. Alors pour en parler, je vais en régie, je vous préviens, me lever, descendre de scène, c'est pas très grave, je vais laisser ma place puisque nous avons foule sur cette scène. Il y a peut-être une personne qui restera également debout si c'est possible, puisque nous allons accueillir justement pour parler de cette race donc Monsieur Frédéric Canal, président du groupe Salers Évolution. Et puis nous avons avec lui Juliette Roth qui est chargée de communication. Donc je vais vous demander de nous rejoindre. Voilà. Est-ce que pour la régie c'est bon au niveau du son? Parce que si je me rapproche un peu trop des enceintes. On est ravis de vous accueillir. Alors juste peut-être... Avant de vous passer la parole, ce que j'aimerais effectivement que vous nous présentiez, c'est les choses essentielles que vous avez besoin de partager aujourd'hui. Je vais me décaler pour que vous voyez quand même l'écran.
Donc bonjour à tous. Donc on va faire une petite présentation sur la race salaire. Donc c'est la race rustique par excellence. Donc on va définir un peu ce qu'est la rusticité, quelle est sa présence sur le territoire français et à l'étranger, sa morphologie qui permet qui fait d'elle une vache très rustique, ses aptitudes et sa présence ailleurs du territoire français. Très bien, et ben on démarre. Qu'est-ce que la rusticité ? Donc voilà, on va faire une petite définition de ce qu'est la rusticité. Donc on dit qu'un animal est rustique lorsqu'il a la capacité particulièrement développée à explorer l'espace et à la recherche de ressources donc, plus nutritives. Et elle adapte son comportement en fonction de ces fameuses ressources. Donc voilà un peu sa définition. Sur le territoire français, donc la race salaire, elle compte aujourd'hui 210 000 vaches. C'est une race qui est originaire du Massif central, mais elle est aussi très présente donc dans toute la France, sur les bassins de l'Est et de l'Ouest. Et cette vache qui a aujourd'hui 2 rameaux, à l'origine elle est laitière, mais elle conserve encore son rameau laitier, mais aujourd'hui c'est une race qui est à dominante allaitante. Donc sur ses particularités morphologiques, c'est une race qui a un bassin rectangulaire, donc c'est un atout pour des vélages faciles, sans surveillance. Donc on dit que 99% des vélages sont des vélages faciles. Elle a de bons aplombs, ce qui lui permet de marcher en montagne. C'est une très bonne marcheuse. Elle s'adapte à son milieu et c'est aussi valable pour marcher en montagne. Et ses cornes en forme de lyre, elle est très appréciée sur l'Est, sur les pays de l'Est d'ailleurs, pour faire fuir les prédateurs, comme la présence du loup. Sa profondeur de poitrine, ça lui permet de valoriser les fourrages grossiers. Et son pis de très bonne qualité, ça fait d'elle elle a des qualités maternelles assez exceptionnelles. Donc des veaux qui accèdent rapidement au treillon, qui sont vigoureux dès la naissance. Frédéric, si vous voulez peut-être... Frédéric, sur les qualités peut-être ? Comme ça, on vous a aussi avec nous. Mais alors oui, sur les qualités, la race salaire, c'est une race tout d'abord qui est maternelle, donc elle a un bon potentiel laitier qui lui permet d'élever son veau jusqu'au sevrage sans complémentation. C'est une vache adaptable. Du fait de sa rusticité, c'est une vache qui reste facile à conduire dans toutes les régions et même dans tous les pays d'Europe et du monde. Voilà, elle est présente sur les 5 continents, à rappeler. C'est une race qui est donc authentique. Elle est très ancrée dans son territoire, donc le Massif central, où elle est conduite de manière naturelle. On dit la vache salaire, c'est la race des grands espaces, parce que donc c'est une vache qui a de très bons aplombs. C'est l'une des races qui a les sabots les plus solides par rapport à tous les bovins. Elle a des sabots de couleur noire. Donc c'est une race économe aussi, une race qui est capable d'élever son veau, donc comme je vous l'ai dit, jusqu'au sevrage sans complémentation. Elle a cette faculté à véler facilement, que ce soit en race pure ou aussi en croisement, parce qu'aujourd'hui elle est utilisée aussi en croisement, et ça depuis de nombreuses années, avec du charolais. Et là-dessus, cette race, elle a 99% de vélage facile, donc on est encore le number one. Elle est autonome, son bassin est large, elle a une très très bonne ouverture pelvienne qui lui confère des qualités de vélage exceptionnelles. Donc d'ailleurs le slogan de la race salaire, on le dit, c'est « Dormez tranquille, élevez salaire ». Voilà. C'est une race qui est rustique, comme vous l'a expliqué Juliette. Elle est résistante, elle est capable d'encaisser des fortes variabilités au niveau température. Elle a une muqueuse pigmentée, donc du coup, lorsqu'elle vèle, si c'est en période hivernale, la mamelle se gerce très très peu. Et ainsi, même l'été, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, elle arrive à résister à des fortes amplitudes thermiques. Donc c'est pour ça qu'elle est présente aussi au Portugal, en Amérique du Sud. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ?
Non, simplement dire que c'est vraiment une race on dit toujours que c'est la race du 21e siècle, c'est une race d'avenir, puisque aujourd'hui elle répond à tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire respecter le bien-être animal. C'est une race qui est très facile à conduire et qui est très docile aussi. C'est pour ça qu'il y a un lien homme-animal qui est très important. Au niveau des jeunes, on a de plus en plus de jeunes exploitants qui aiment avoir du temps libre. Donc c'est une race qui s'adapte très bien à ces nouveaux emplois du temps. C'est une des seules races qui n'est pas en concurrence avec l'alimentation humaine, puisqu'elle a besoin de peu de complémentation. Et donc ça va aussi avec l'empreinte carbone qui est très bonne, puisque peu de complémentation induit peu de transport vers les exploitations. Puis ça reste une race qui est quand même locale et de proximité. J'imagine que vous devez être fier que la race soit posée comme race concours cette année au sommet de l'élevage. Bah oui, tout à fait. Après, cette race, donc, lors du 33e sommet, il y aura 384 animaux présentés, à peu près une centaine d'élevages, donc on aura une variabilité génétique assez exceptionnelle. Et puis, bon, comme j'ai toujours envie de le dire, avec cette race salaire, on peut tout faire. Celui qui veut des animaux noirs, c'est possible. Celui qui veut des animaux sans cornes, c'est possible. Celui qui veut valoriser pour faire du fromage, elle est encore une race. Elle est une race allaitante, mais c'est aussi une race laitière qui est capable elle a un bon potentiel de fromageable. Voilà, d'ailleurs, alors dans le Cantal, il y a encore des éleveurs qui transforment le lait de salaire. Ensuite, si vous voulez des animaux très performants avec des bonnes capacités laitières, de bons potentiels de croissance, c'est possible aussi. Si vous voulez des animaux pour faire du taurillon, c'est possible. Si vous voulez des animaux pour faire du jeune bovin, c'est possible. Enfin, voilà, c'est une race qui sait tout faire. Vous voulez avoir des animaux pour des grands espaces, avec des animaux peut-être un peu moins performants, mais avec une rusticité exceptionnelle, c'est possible. La race salaire, elle sait tout faire. Voilà, je dis élever salaire, vivez heureux. Très bien. Alors, on vit heureux aussi ailleurs. Apparemment, j'ai vu un slide qui vient compléter ce que vous êtes en train de dire. C'était juste pour rappeler qu'aujourd'hui, elle est présente sur les 5 continents, parce qu'elle est appréciée pour sa rusticité, sa robustesse, et de tous ces atouts évoqués précédemment. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la race du 21e siècle, et elle peut convenir à tous les éleveurs, à tous les systèmes. Et donc voilà, aujourd'hui, elle sera présentée au sommet de l'élevage du 1er au 4 octobre et par l'ensemble des partenaires du GSE, donc le groupe Salaire Révolution, que nous remercions aussi aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Rien à rajouter ? Ok, parfait. Merci à vous. Merci à vous. Je vais garder les micros avec moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, on a vu les races mises à l'honneur. On a aussi en introduction parlé de la notion d'élevage durable. C'est vrai que le salon a l'ambition d'être le premier salon de l'élevage durable. Alors comment ça se concrétise, Bruno Dufayet ? Alors donc on l'avait déjà présenté. C'est pas uniquement une baseline sur l'affiche de parler de premier salon, le salon mondial de l'élevage durable, mais c'est bien une vraie philosophie qu'on a au sein de notre salon. On l'avait déjà dit l'an dernier. On met tout en œuvre pour faire la promotion de cet élevage qu'on a globalement en France, mais vraiment dans le Massif central, cet élevage herbagé, où on a su justement respecter un lien entre les tailles des troupeaux, la ressource herbagère du territoire, la présence d'actifs, et puis toute la vitalité que ça génère sur les territoires. Il y a cette dimension de durabilité, elle ne s'arrête pas à l'exploitation, mais elle génère aussi une vitalité à l'échelle des territoires. Donc ça, on l'avait déjà présenté, et ça fait partie effectivement de l'ADN même du sommet de l'élevage. Mais puis il y a aussi des nouveautés. Il y a une nouveauté, le sommet de l'élevage, dès cette année, devient partenaire d'un projet porté par le ministère de l'Agriculture et l'enseignement agricole, donc la direction générale de l'enseignement agricole, qui s'appelle Actif. En fait, c'est un programme qui rassemble pour l'instant les lycées agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les lycées agricoles à vocation élevage, justement, pour enseigner, amener et recruter déjà, puis aussi enseigner ce qu'est l'élevage durable, les pratiques durables de l'élevage avec le public d'éleveurs de demain. C'est aussi
se servir des fermes de ces lycées-là pour être des espaces tester des nouvelles, soit des nouvelles technologies, tester aussi des nouvelles pratiques. Et donc nous, bien évidemment, le sommet d'élevage, on est partenaire de ce projet-là. On sera aussi la caisse de résonance de ce projet. Chaque année, au sommet d'élevage, on fera un point sur les avancées de ce programme-là. On donnera aussi la possibilité aux élèves, bien évidemment, comme on le faisait déjà, de participer au sommet, mais d'une façon encore plus active, du coup, au sein du projet actif, donc ça a du sens. Et donc ça, c'est une des nouveautés du sommet de l'élevage. On est partenaire de ce projet-là. Et puis, deuxième initiative, au sein de l'équipe administrative du sommet de l'élevage, le sommet de l'élevage s'est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. Le sommet de l'élevage les équipes ont aussi participé à la fresque du climat. Et avec cet ADN qu'on a, nous, de parler d'élevage durable de demain, on va s'engager dans la création d'une fresque, une fresque de l'élevage ruminant durable. Et donc, le sommet de l'élevage va devenir un acteur majeur de cette ambition-là. Créer cette fresque, la vulgariser, la développer, la porter auprès de tous les acteurs qui souhaiteront s'y intéresser et s'y investir. C'est une initiative qu'on va porter au sein du sommet de l'élevage. Et puis, pour terminer, et je laisserai ensuite la parole à Philippe, quoi de mieux que le pastoralisme aussi pour incarner ce modèle d'élevage, pour incarner la durabilité, l'enjeu des territoires, la présence de l'élevage et ce que ça génère sur les territoires. Donc on a une montée en puissance. Déjà l'an dernier, il y avait une présence du réseau pastoral sur le sommet de l'élevage, plus à vocation régionale. Cette année, Philippe nous en parlera, on a une dimension nationale, puis sûrement européenne en 2025 pour arriver en 2026. 2026 sera l'année du pastoralisme à l'échelle mondiale. Et donc cette montée en puissance de ce sujet du pastoralisme au sein du sommet de l'élevage pour arriver à ce point d'orgue de 2026, qui est un point d'orgue mais qui n'est pas un point d'arrêt, puisque derrière, bien évidemment, ça continuera. Et je laisserai Philippe nous présenter un peu tout le travail qu'il y a autour du pastoralisme, puisque c'est lui le spécialiste de ce sujet-là. Eh bien justement, nous allons donc l'écouter. Philippe Kahn, vous êtes sur le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes vice-président. Aujourd'hui, il y a un ensemble d'acteurs qui traitent de ce sujet, donc dites-nous un peu plus sur ce qu'est le pastoralisme déjà. Avant de répondre à cette question, mais vous voyez la définition qui s'affiche là sur le pastoralisme, c'est la définition de l'Association française de pastoralisme. Le pastoralisme regroupe l'ensemble des activités d'élevage valorisant en pâturage extensif les ressources herbagères et fourragères spontanées pour assurer tout ou partie de l'alimentation des animaux. En fait, le pastoralisme, ça remonte à la préhistoire. Il y avait du pastoralisme de partout. C'était un marqueur identitaire. C'était lié aussi à l'époque beaucoup à la transhumance. Je rappelle aussi aujourd'hui que la transhumance a été reconnue au patrimoine mondial par l'UNESCO en France en décembre dernier. Voilà, donc c'est tout récent. Et le pastoralisme a avant tout c'est avant tout une activité économique pour les éleveurs, mais pas que. Si on peut voir la slide suivante. Voilà, d'abord les chiffres clés du pastoralisme en France, on vous a mis ça pour rappel. Donc c'est 5,4 millions d'hectares, 19% de la SAU, une diversité des milieux naturels, les alpages, les estives de montagne, les parcours méditerranéens, les marais aussi, les espaces intermédiaires, les bois avec le sylvopastoralisme qui prend de plus en plus d'importance. Ça correspond à 60 000 exploitations agricoles, 22% du cheptel français et 250 000 emplois induits. Alors je disais que ça, une activité de production qui est essentielle pour les éleveurs avec les produits de qualité, la viande, le lait, les fromages, la laine aussi, c'est un peu encore un secteur de niche, mais ça se développe quand même beaucoup. Mais le pastoralisme, c'est également l'entretien des paysages, des espaces, et c'est lié, on peut lier ça avec le tourisme, parce que seraient nos espaces de montagne et d'accueil sans pastoralisme? C'est pas possible. Alors, il commence à y avoir quelques
petits problèmes avec la fréquentation de plus en plus importante de ces espaces et avec la présence aussi de chiens de protection pour les troupeaux. Il y a la lutte contre les risques naturels, dans les montagnes, avec le pastoralisme, on lutte contre les avalanches. Dans les zones méditerranéennes, c'est la protection contre les incendies, parce que tout ça, c'est des effets, on va dire pas premiers, mais induits du pastoralisme et qui sont essentiels pour ça. Alors, la montée en puissance, donc Bruno l'a rappelé, l'année dernière, on avait été sollicité pour montrer l'importance du pastoralisme à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je précise aussi qu'on fait ça en partenariat, donc c'est le réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes, mais avec le CIDAM, donc, qui a été sollicité par les organisateurs du salon pour cette montée en puissance du pastoralisme. Bruno l'a rappelé aussi pour l'année 2026, année internationale du pastoralisme, mais d'un commun accord, on est bien conscient qu'on ne va pas s'arrêter en 2026. Bien sûr. Le pastoralisme sera présent au sommet de l'élevage avec cette montée en puissance jusqu'en 2026, mais se poursuivra. Et on est très fiers cette montée en puissance commence cette année avec la présence du Kazakhstan, qui est une terre pastorale par excellence, avec la mise en valeur aussi de la Salaire, qui est aussi une race pastorale par excellence, et on est ravis d'avoir un stand d'ailleurs au niveau du hall d'accueil, non loin du Kazakhstan, et on pourra avoir des échanges sur le pastoralisme. Alors on n'est pas, vous avez vu en France, à la hauteur peut-être de ce qui pourrait se faire au Kazakhstan, mais on est aussi toujours friand d'échanges, de recherche entre les différents éleveurs des différents pays parce que c'est comme ça qu'on arrive à progresser, qu'on arrive aussi à faire progresser les autres. Donc cette année, vous le voyez, un stand de 40 mètres carrés dans le hall d'accueil, une grande conférence sur le changement climatique, parce que c'est vital aussi pour nos éleveurs de pouvoir s'adapter. Le pastoralisme s'adapte plus facilement que d'autres modes d'élevage au changement climatique, avec l'évolution du climat, comment on s'adapte, les montées et descentes aussi en estive qui peuvent varier en fonction du changement climatique. Mais on a aussi prévu 7 mini-conférences, toujours dans le hall d'accueil, sur des thématiques différentes. Sur le foncier, avec un lien privilégié que nous avons avec la SAFER, la préservation du foncier pastoral, parce que c'est un vrai souci pour les pastoraux, là, les risques sur le foncier. La nouvelle PAC aussi, comment ça va se décliner au niveau du pastoralisme, avec... qu'est-ce que nous avons encore, les différents modes de pastoralisme dans les territoires français, essentiellement de montagne et tout ça. Et dans la grande conférence, on va présenter aussi des exemples à la fois dans le Massif central, dans les Alpes du Sud et dans les Pyrénées. Parce que là aussi, c'est important d'avoir ces échanges. Cette diversité, oui. Oui. L'année prochaine, ce sera l'événement de portée européenne, avec dans l'espace dédié au pastoralisme, dans le hall d'accueil. On remercie les organisateurs du sommet de l'élevage d'avoir fait cette place dans ce hall central, avec une animation d'ampleur sur le pastoralisme européen. On aura peut-être la chance de revoir encore le Kazakhstan et d'autres pays qu'on invitera également à ça. Et le 2026, l'année internationale, on souhaite tous que le sommet de l'élevage soit l'événement majeur de cette année internationale au niveau français, en tout cas, pourquoi pas au-delà, mais déjà au niveau français, ce serait pas mal. Et il y aura des déclinaisons, bien sûr, dans d'autres territoires, mais c'est essentiel que le sommet d'élevage, qui est la première vitrine européenne sur ça, soit le représentant à cette année internationale. Bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Kahn. Session de questions-réponses. On en a une qui nous vient du chat. S'il y en a dans la salle, bien sûr, vous n'hésitez pas ensuite à lever la main. Donc, c'est un fait, l'élevage fait face à de nombreux défis climatiques et environnementaux. Comment concrètement le sommet
peut répondre à ces enjeux? Alors, il peut y répondre de façon assez diverse, en fait. Bon, déjà, Philippe vient de le dire, hein, sur la conférence liée au pastoralisme, la grande conférence, elle est sur pastoralisme et changement climatique. Comment on arrive à adapter la présence de l'élevage sur les sites pastoraux avec une évolution et ce dérèglement climatique qui vient impacter. Donc, c'est un des exemples, mais il y a pas mal de conférences sur ce sujet, adaptation au changement climatique. Il y aura aussi la présentation d'une réflexion qui est menée à l'échelle du Massif central par les acteurs professionnels du Massif central sur la projection de quel élevage demain, quel élevage durable demain dans le Massif central. Hein, on est sur une échéance 2040. Là aussi, en intégrant cette dimension climatique. Donc, c'est déjà de faire la promotion des connaissances qu'on peut avoir en termes de pratique, en termes d'évolution et d'adaptation à l'échelle des fermes, mais aussi tout le volet au travers des différents exposants, tout le volet évolution au sein que ce soit des évolutions technologiques, du matériel, de nouvelles réflexions qui sont menées sur ces aspects-là, aussi au niveau des bâtiments, l'adaptation, comment on fait évoluer son bâtiment avec justement ce dérèglement climatique, des périodes qui sont plus chaudes, des périodes qui sont plus froides. Donc c'est aussi au travers de l'évolution technologique et l'évolution technique qu'il peut y avoir et de la présence des différents acteurs. Hein. Fabrice l'a dit tout à l'heure, si le sommet aussi est plein, c'est parce qu'on a plein de choses à apporter sur justement les enjeux de demain qui touchent l'agriculture. Et donc concrètement, le sommet, pour répondre à ces enjeux-là, c'est ça. C'est-à-dire c'est de mettre à disposition aussi de tous ces acteurs un événement, comme on le fait pour le pastoralisme. Le sommet, il a cette vocation-là. Hein, il a cette vocation à mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du monde agricole un moment, un temps précis pour venir faire la promotion, venir vulgariser aussi des pratiques auprès d'un public de professionnels. Ça reste un salon professionnel pour arriver à s'adapter justement à ces enjeux-là. Et partager les connaissances, bien sûr, à jour. Dans la salle, est-ce que nous avons une question? Non, sur la race salaire, sur le pastoralisme, sur les enjeux climatiques, c'est bon pour vous? En régie, c'est bon aussi, je crois. Hein. Très bien. Merci pour ces échanges. Vous restez avec nous. On va bien sûr faire un zoom sur ce pays à l'honneur cette année, le Kazakhstan. Je vais laisser la parole à Madame l'ambassadrice, mais juste avant, on va vous présenter en images les enjeux du secteur et puis la puissance de ce secteur dans ce pays, ce magnifique pays, vous allez le voir. Ne vous inquiétez pas, en sortie de film, je laisserai 3-4 secondes de silence qui permettront en fait à la traduction de terminer sur les images, parce que c'est en simultané. Le film est en anglais, c'est pour cela. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait un moment un peu solennel. C'est tout de suite en images. Merci la régie. L'agriculture est un secteur dynamique de l'économie kazakh. Le gouvernement souhaite limiter les volumes importés afin de développer l'autosuffisance pour répondre pleinement à la demande intérieure avec des produits locaux. Aujourd'hui, les directions les plus prometteuses sont la production de viande et de produits laitiers, la transformation de oléagineux et de céréales, la production de légumes et de fruits. Par exemple, le Kazakhstan est un des premiers exportateurs de blé. Ces produits sont reconnus pour leur qualité exceptionnelle et sont toujours en demande sur les marchés mondiaux. The products are renowned for their excellent quality and are always in demand on the global market. There is a high potential precisely in the deep processing of grain. La cultivation et production de graines et d'oléagineux est l'axe principal et prioritaire de la production de culture en Kazakhstan. Il y a un potentiel énorme dans la transformation de sous-produits de céréales, comme par exemple le gluten, l'amidon et mélasse. Kazakhstan est également le 4e pays exportateur de graines de lin. Un des principaux moteurs de l'industrie agroalimentaire est l'élevage, la disponibilité de pâture et la production fourragère. Une situation épisodique favorable, les marchés à l'exportation, l'appui du gouvernement et des pays partenaires stables et à proximité. Toutes ces conditions sont des raisons pour lesquelles l'industrie agroalimentaire kazakh est une proposition attractive pour investisseurs. Plusieurs mesures de soutien sont prévues par l'État afin de développer le secteur et stimuler les flux d'investissement. Bienvenue au Kazakhstan, le pays des grandes opportunités.
Merci beaucoup, David, en traduction simultanée. Madame l'ambassadrice, je vous propose de nous présenter en quelques slides ce magnifique pays et son agriculture surtout. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je vous remercie de me donner l'opportunité aujourd'hui de représenter mon pays et de faire la présentation de son potentiel agricole, agroalimentaire. Avant de passer à mon exposé, je voulais encore une fois remercier le sommet de l'élevage, Monsieur le Président, vous en personne, donc pour cette opportunité nous est offerte pour mettre en valeur, mettre en l'honneur la République du Kazakhstan et son énorme potentiel lors de la prochaine édition du sommet de l'élevage. Et nous sommes très conscients que c'est un événement qui est le plus significatif dans le domaine de l'élevage en Europe et nous espérons qu'il nous offrira cette plateforme prestigieuse pour mettre en lumière le potentiel considérable du secteur agricole du Kazakhstan et ses progrès réalisés dans ce domaine. Et je tiens encore une fois à souligner que nous considérons cette invitation comme une marque de reconnaissance, une preuve de plus et une démonstration tangible du caractère stratégique et mutuellement bénéfique des relations entre nos deux pays, le Kazakhstan et la France. Comme vous le savez, depuis l'établissement de nos relations diplomatiques il y a plus de 30 ans, la coopération entre nos deux pays n'a cessé de croître, de s'enrichir et se transformant en un véritable partenariat stratégique, dynamique et florissant dans tous les secteurs clés. Et d'ailleurs, je suis fière de dire que le Kazakhstan, l'unique et le seul partenaire stratégique de la France dans la région de l'Asie centrale. Nos échanges, bien que dominés par le secteur énergétique, avec le Kazakhstan comme premier fournisseur en uranium de la France et deuxième fournisseur du pétrole brut, ne se limitent pas à ces matières premières. Nous avons cette ambition, et cette ambition, je le vois, elle est partagée, d'étendre cette coopération, ce partenariat, notamment vers des secteurs porteurs agricoles et agroalimentaires qui présentent un potentiel de croissance et de développement économique, mais aussi essentiel pour assurer l'autonomie, la souveraineté alimentaire des deux pays. La France, l'une des les plus importantes exportatrices mondiales des produits agricoles, et elle est réputée par son excellence en matière de génétique animale et de semences et plants, possède des technologies et des savoir-faire de pointe. Et je me réjouis de constater devant vous que le Kazakhstan et la France ont déjà réalisé quelques projets et en étudient quelques-uns actuellement. Je me permets de citer quelques exemples et par exemple les fleurons de l'industrie agroalimentaire française comme Lactalis, Danone ou Soufflet. Ils développent depuis des décennies, des années, leurs activités avec succès au Kazakhstan. Un exemple très éloquent, par exemple, Lactalis occupe aujourd'hui 50% du marché laitier du Kazakhstan. Sont également mis en œuvre au Kazakhstan les projets d'implantation de fameuses célèbres races françaises, bovines, ovines, caprines, telles que
Montbéliard, Aubrac, Charolaise, Salers, que je viens d'apprendre aujourd'hui, des races Île-de-France, Alpine et les autres, je m'excuse si je n'ai pas cité, mais en tout cas, nous les apprécions toutes. Et je crois justement le sommet de l'élevage, ce sera un rendez-vous pour nos éleveurs de deux pays de se rencontrer et discuter de futurs projets. Dans le secteur sémencier, j'aimerais citer les Magrins, Florimond et autres entreprises françaises qui sont déjà présentes sur le marché kazakhstanais. Là aussi, nous apprécions beaucoup donc l'excellence française dans ce domaine et l'expertise. Et comme vous voyez, le potentiel de coopération entre nos deux pays est considérable et il reste à exploiter par nous tous. À cet égard, permettez-moi donc de passer à la présentation assez succincte de ce secteur dans mon pays. Et j'aimerais dire, faire l'accent sur le fait que l'agriculture moderne et résiliente, qui représente aujourd'hui à peu près 5% du PIB, fait partie des priorités du gouvernement kazakhstanais dans le cadre de sa stratégie globale de diversification de l'économie nationale. Et l'un des principaux avantages et atouts de l'agriculture du Kazakhstan est son énorme territoire à faible densité de population où de vastes terres agricoles sont toujours disponibles. En effet, le Kazakhstan dispose de 2020 millions d'hectares de terres agricoles sur 2000,7 millions de kilomètres carrés de son territoire, donc qui nous place au 9e au monde. Et cela place notre pays aussi parmi les 6 premiers au monde pour la superficie agricole, et c'est selon les données de la FAO. L'agriculture varie considérablement d'une région à l'autre. Les cultures sont principalement concentrées dans le nord, l'est et le sud du pays, tandis que l'élevage extensif est développé dans le centre et l'agriculture mixte dans le sud et est. Le but recherché par le gouvernement est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de développer nos capacités d'exportation. Pour ce faire, d'importants moyens sont consacrés à des programmes de développement dans ce secteur et des réformes sont menées sans relâche. Le gouvernement a défini 3 principaux axes de développement du secteur agricole et agroalimentaire qui sont la production animale. Il s'agit de l'élevage, de la transformation du lait, de la viande et de la laine. Deuxième axe, c'est la production de grandes cultures. Donc, il s'agit de production évidemment de céréales et de blé, mais aussi de production d'huile végétale, du sucre et de la transformation des fruits et légumes. Et le troisième vecteur, c'est le développement des infrastructures et des équipements agricoles. Concernant le premier axe, le modèle actuel de la production animale, évidemment, repose sur les traditions historiques très anciennes de l'élevage nomade et sur les avantages concurrentiels qui sont des pâturages naturels d'une superficie de 120 millions d'hectares, ce qui fait que notre pays se trouve au 5e rang mondial après des pays comme la Chine, l'Australie, les États-Unis et le Brésil. Et cela nous permet d'élever jusqu'à 30 millions de bovins. Toutefois, actuellement, donc, seuls 30% des pâturages sont utilisés. Donc, nous avons du travail à faire à l'intérieur du pays et nous comptons donc sur nos partenaires français et internationaux. La structure de la production animale est dominée par l'élevage de moutons, de bovins et de chevaux.
L'élevage de chameaux est très répandu dans les zones désertiques et semi-désertiques. Il faut préciser qu'environ 30% de la viande de volaille consommée est importée de l'étranger. Et puis, bien qu'il soit assez rentable, l'élevage de porc n'est pas très répandu et populaire en raison des préférences locales des consommateurs, donc culturelles et autres. En général, l'élevage représente environ 40% de la production agricole brute et se développe à un rythme soutenu. Le cheptel connaît une hausse constante. Par exemple, en 2022, le nombre de bovins a augmenté de 4,2%, celui des ovins de 4,8%, celui des chevaux de 10,5%, celui des chameaux de 6,5% et celui des volailles de 4%. Étant donné l'importance du secteur de la viande et des produits laitiers, le développement du potentiel de la sélection génétique en élevage est une tâche de premier ordre pour nous. J'aimerais ici noter que le Kazakhstan a déployé des efforts considérables ces dernières années pour renforcer la sécurité vétérinaire. Ainsi, dès l'année prochaine, nous allons lancer la production des vaccins contre la fièvre afteuse en copartenariat avec Boehringer Ingelheim France. Et ce projet sans précédent devrait contribuer à renforcer notre autonomie alimentaire et accroître notre potentiel d'exportation. Le deuxième vecteur, dans le domaine de la production de cultures, notamment des céréales, le Kazakhstan est l'un des principaux producteurs et exportateurs de blé au monde. En 2022, par exemple, c'était une année record exceptionnelle pour nous. Nous avons atteint une production qui dépasse 22 millions de tonnes récoltées, dont 16,4 de tonnes de blé. Cela démontre les capacités de mon pays et fait de lui un acteur important des marchés internationaux des céréales. Parmi nos clients, nous avons beaucoup de pays qui représentent différentes régions du monde, comme par exemple la Chine, les pays de l'Asie centrale, l'Égypte et autres. Donc la liste est assez longue, mais tout cela démontre justement la capacité du pays à répondre à la demande donc, en blé sur différents continents. Le Kazakhstan est ici un des grands exportateurs mondiaux de la farine. Notre production s'est élevée à plus de 33 millions de tonnes, ce qui dépasse de plus de 2 fois la consommation intérieure du pays. Parmi les oléagineux, la production et l'exportation de graines de tournesol sont prépondérantes. Le pays cultive également du colza, du maïs, du sarrasin, du coton, de la betterave à sucre, du lin, du riz, de l'orge, de l'avoine, des cultures maraîchères et je pourrais continuer encore la liste. Le Kazakhstan mise aujourd'hui sur la production des produits agricoles, animaux et végétaux, naturels et écologiquement propres, qui sont très demandés sur les marchés mondiaux. Nos produits sont déjà exportés vers la Chine, les pays du Moyen-Orient, d'Asie, et nous aimerions, et notre ambition, de développer nos échanges, nos exportations vers la France et les pays européens. Mais je dois constater que pour l'instant, faute de certificats vétérinaires, nous sommes limités aux exportations du poisson. Et nous espérons obtenir l'autorisation des instances européennes donc prochainement pour le miel et aussi avancer sur les dossiers pour l'aquaculture. Il s'agit surtout du caviar de la Caspienne et de la viande de cheval.
Cette année, le Kazakhstan a, pour la première fois, participé avec son pavillon au Salon de l'agriculture à Paris, et nous avons donc exposé à peu près une centaine de produits kazakhstanais. Et nous sommes heureux que le public français et international a pu découvrir et apprécier ces produits de très haute qualité, donc qui respectent les standards donc, écologiques, bio. Et nous sommes aujourd'hui très engagés de poursuivre nos négociations avec la Commission européenne afin d'élargir donc la liste des produits d'élevage autorisés. Pour cela, nous avons besoin du soutien des autorités françaises, mais aussi de vous tous, des entreprises, des éleveurs du secteur. Troisième axe, il s'agit donc du développement des infrastructures et équipements qui contribuent à la modernisation du secteur agricole et agroalimentaire. Donc, dans le cadre de ces travaux, aujourd'hui, nous avons une production locale des machines et équipements agricoles qui connaissent une croissance. Plusieurs projets de production des tracteurs, des moissonneuses, batteuses ou des pneus, roues sont dernièrement lancés en coopération avec des entreprises étrangères. La production sur place ou localisation permet d'éviter des droits de douane, de recevoir des subventions spéciales très considérables. Pour l'instant, le taux de renouvellement des machines au cours des dernières années a varié de 3 à peu près 5%, mais ce taux devrait atteindre en moyenne 8% par an. Mesdames et messieurs, chers amis, nos objectifs, les objectifs du gouvernement du Kazakhstan pour les années à venir visent à augmenter la productivité agricole de 2,5 fois et de doubler nos exportations, et cela grâce à l'augmentation de la part des produits transformés au niveau de 70%. Pour cela, l'État va doubler le soutien aux fermiers et augmenter les subventions pour l'achat des engrais, des pesticides et du carburant. Par ailleurs, le soutien sera aussi apporté pour le renouvellement d'au moins, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de 8 et même 10% des machines agricoles par an. Nous avons comme objectif aussi d'optimiser l'utilisation des ressources en eau, qui est cruciale pour la durabilité de notre agriculture. Le manque d'eau devient chaque année plus concret pour le Kazakhstan, mais aussi pour les autres pays de l'Asie centrale, et une situation qui devrait s'aggraver sous l'effet des changements climatiques, et c'est un fait regrettable. C'est pourquoi nous comptons que l'initiative conjointe prise par le Kazakhstan et la France, One Water Summit, qui sera co-présidé par les présidents des deux pays vers la fin de cette année, non seulement abordera des défis liés à l'eau, mais aussi et surtout incitera à trouver des solutions innovantes et durables. Mesdames et messieurs, chers amis, le Kazakhstan est connu pour son engagement ferme envers un environnement des affaires stable, favorable, convivial, avec des zones économiques spéciales dotées d'une conditions optimales pour le développement industriel et agricole. Nous avons mis en place un mécanisme inédit de soutien public qui protège et promeut les investissements avec des investissements
avec des mesures d'incitation fiscale, non fiscales et des incitations sur le long terme qui inclut une stabilité législative assurée pour 25 ans dans le cadre de grands projets stratégiques donc réalisés avec nos partenaires étrangers, ainsi que la dynamique croissante du secteur agricole offre des conditions très favorables pour nouer et développer des partenariats fructueux. Et je profite de cette occasion aujourd'hui et nous espérons que le sommet de l'élevage au mois d'octobre aussi servira de plateforme, de tribune pour inviter tous nos partenaires étrangers, français en particulier, à explorer ces opportunités et à participer donc activement au développement, à la modernisation de l'agriculture kazakh que j'espère finalement va servir, qui sera profitable à nos deux pays. Voilà, je terminerai ma présentation sur cela et j'aimerais dire que la suite sera, et plus d'informations, les détails, vous allez les recevoir justement lors du sommet de l'élevage. Je vous invite tous à participer à ce sommet et aussi donc venir rencontrer vos partenaires kazakhstanais à notre pavillon. Voilà. Merci encore une fois de cette invitation, de cet honneur que nous faites et j'aimerais encore une fois redire que nous sommes très honorés et nous essaierons d'être à la hauteur de cette invitation. Merci beaucoup. Merci Madame l'ambassadrice. Merci à vous pour cette présentation complète. Vous évoquiez il y a quelques instants le machinisme agricole aussi dans votre pays. Et donc nous avons avec nous Laurent Debuyer, directeur d'Axema. Bonjour. Je vais vous laisser prendre le micro. Voilà, donc Axema, je rappelle, le syndicat français des acteurs industriels de l'agroéquipement et des espaces verts. Vous êtes ici pour nous parler justement du machinisme agricole sur le marché européen, autre pilier du sommet de l'élevage, il faut le préciser. Est-ce que 2024, comme c'est écrit, est une année de transition? Je vous laisse. Vous avez quelques minutes pour répondre à cette question. Madame l'ambassadrice, mesdames et messieurs, bonjour. Difficile de répondre si c'est une transition, parce que des transitions, on en vit beaucoup actuellement, que ce soit au niveau du climat, du numérique, etc. En deux chiffres, parce que le rapport économique d'Axema est paru, il est paru hier, donc vous pourrez y avoir accès sur notre site, il a été rendu public, et donc vous aurez l'ensemble de ces chiffres-là. Bon, la France est le deuxième pays européen d'une filière qui emploie 355 000 personnes, donc c'est conséquent dans l'Union européenne, et la France est donc deuxième avec 58 000 personnes. Alors, vous avez là la totalité commerce et industrie, sachant qu'Axema ne s'occupe que de l'industrie. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on voit là le poids pour la partie agroéquipement. La France est premier pays européen avec 9,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et si vous groupez la France, l'Allemagne, l'Italie et dans une moindre mesure la Grande-Bretagne et l'Espagne, vous avez là à peu près 80% de la production des marchés de l'agroéquipement en Europe. Les débouchés de la France, pour ce qui concerne le machinisme, c'est essentiellement l'Allemagne. Vous le voyez, elle est largement en tête. Derrière, les États-Unis, la Belgique. Alors la Belgique est un faux ami, comme la Hollande, puisque la Belgique est un pays de transition. Donc il y a beaucoup de produits qui rentrent en Belgique et qui ressortent voilà, au travers de ces ports. Mais c'est le trio de tête quand même de nos exportations. Et on va voir après les importations. Et là, l'Allemagne est un très très grand partenaire. Vous connaissez tous les marques. Derrière, l'Italie, qui est le troisième pays producteur européen. Et puis le Royaume-Uni. Alors, je vais aller sur les chiffres principaux pour expliquer l'année 2024. Si on peut passer. Voilà, donc là aussi, on va passer grosso modo, parce que les autres chiffres arrivent derrière. Donc les chiffres clés de l'agroéquipement, nous sommes à peu près 600 entreprises, 28 000 salariés, 8,5 milliards d'euros, c'est la production en 2023.
Et nous exportons 60% majoritairement quand même avec les tracteurs, parce qu'il y a 2 usines de tracteurs, une usine de moteurs qui font beaucoup de chiffre d'affaires en France. Et puis le marché apparent, c'est-à-dire la production plus les importations moins les exportations, qui fait 9,1 milliards d'euros, cohérent avec l'autre chiffre que nous avons annoncé. Sur les 600 entreprises, Axema a la chance d'avoir 250 adhérents qui représentent à peu près 93% du chiffre d'affaires de la production. Les chiffres clés, et donc là ça va permettre de parler un peu plus sur 2024, le marché apparent a cru de 90% entre 2017 et 2023. C'est absolument considérable. Alors il y a une partie en volume et une partie en chiffre d'affaires, puisque les prix ont malheureusement beaucoup augmenté ces 4 dernières années avec le Covid, les crises de matières premières, d'énergie, qui ont fait que les constructeurs ont été fortement contraints. J'en profite à ce niveau-là pour dire que si on avait l'impression que les producteurs font beaucoup de chiffre d'affaires sur le dos de leurs clients, il y a une situation très paradoxale. Les pays au niveau monde, vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont une assise mondiale et qui arrivent à équilibrer leur marché entre le commerce mondial et leur ligne de produits. Et en général, elles sont plutôt profitables. La France, pour différentes raisons, je ne les développerai pas, est malheureusement pour nous la dernière du marché européen sur les 27 pays. Nous sommes les derniers dans le ratio excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires, dans la partie agroéquipement. Alors c'est assez détestable, mais c'est comme ça. Et donc, il faudra qu'on essaye de faire en sorte de remédier à ce point-là. 2024, c'est une prévision à moins 15% et 2025 à moins 5%. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un cycle... Alors, il y a en même temps une correction de marché, puisqu'on était sur un cycle haussier de 7 ans consécutifs, ce qui ne nous était pas arrivé depuis longtemps. Nous sommes sur un marché cyclique, on l'avait vu dans les 30 dernières années. Et il y a eu un croisement, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était que le carnet de commandes avec des prix matières relativement... des prix de machines, relativement forts. Et alors que les commandes avaient commencé à baisser déjà depuis 2022. On n'a pas trop fait l'écho. Et donc derrière, on est sur une situation aujourd'hui qui est assez contrastée. On ne peut pas parler de crise globale parce que tous les secteurs du machinisme ne sont pas en crise. Mais on peut dire que le début d'année est un peu difficile quand même, avec moins 7% sur les 4 premiers mois. Et l'année dernière, une baisse de commandes de pas loin de 20%. Donc ça commence à se faire sentir dans les carnets de commandes et dans les entreprises. Le poids des charges de mécanisation est à 25,7. Il n'a quasiment pas varié sur les 10 dernières années. On est passé de 24,7 à 25,7. Et quand on regarde les différents poids à l'intérieur de ces 25%, c'est l'énergie qui a handicapé les 2 dernières années pour les exploitants. Le pétrole et le gaz se sont beaucoup raffermis. 2 autres chiffres, il y a 35 000, mais ça c'est une moyenne tracteurs immatriculés pour la première fois en France, et 66 000 première immatriculation. Là encore une fois avec des gros contrastes. Si vous prenez les ancilleuses, alors c'est pas un très grand chiffre, mais l'année dernière ils étaient au fond du trou, donc cette année ils sont à plus 33%, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis de l'autre côté, vous avez un secteur comme la viticulture qui est en très fort déclin, pour des problèmes de consommation d'une part et des problèmes de stock d'autre part. Donc la situation commence à devenir un peu préoccupante, d'abord pour les exploitants, parce que malheureusement ce sont eux qui arrachent leurs vignes, et par voie de conséquence pour la mécanisation. Juste ici pour vous montrer et illustrer les tendances que je vous ai données, vous voyez bien le cycle haussier depuis 2017, où on est passé de 4,9 milliards à 9 milliards, et la prévision en chiffre d'affaires sur les 2 prochaines années. Et juste derrière, on a la prévision en volume, où on va voir qu'on revient à des niveaux, malgré tout, qu'on a déjà connus. Si vous pouvez revenir 2 secondes sur le slide précédent, merci. On va revenir à des niveaux qui sont connus depuis 2005-2015. Et donc on voit que malgré tout, à ce niveau-là, le volume n'a pas forcément augmenté. Alors il y a des raisons, la population des exploitants agricoles baisse malheureusement et drastiquement depuis un certain nombre d'années. Donc il y a forcément un effet sur la mécanisation.
Et l'accroissement de la productivité de l'ensemble des machines, de l'ensemble des méthodes d'exploitation d'élevage entre autres, mais pas que, et bien sûr en grande culture, fait qu'on passe moins d'heures à cultiver. Et il y a plus d'heures de mécanisation, donc ce n'est pas complètement anormal. À préciser aussi que les machines que l'on vend aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on vendait il y a 10 ans. Il y a beaucoup plus d'options dans l'agriculture de précision qui font que l'accroissement du prix n'est pas simplement lié au prix des matières, il est lié aussi à la composition des machines. La technologie, effectivement, a un certain prix. On va voir le dernier slide, juste avant de répondre à vos questions éventuelles. Donc vous voyez que les évolutions de prix agricoles sont... Alors ça reste des estimations, hein. Pour 2024, prévu à la baisse. Heureusement, le prix des céréales est en train de remonter aujourd'hui parce que c'était plutôt mal parti en début d'année et avec une prévision globale à la hausse sur 2025. Production agricole en volume à peu près identique. Et si j'en viens, donc vous allez voir les deux dernières lignes, donc l'évolution des ventes en agroéquipement, moins 16%, moins 6% en volume et moins 15 et moins 5 en partie volumique. Donc voilà des indicateurs qui sont tout à fait tendanciels et globaux que l'on réussit à monter au niveau du syndicat qui a une forte activité économique. Si vous regardez le rapport économique, c'est un rapport que beaucoup nous envient et qui fait plaisir à regarder depuis maintenant un certain nombre d'années. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre ? À distance peut-être ? Ah, on a déjà une personne dans la salle, merci. On va vous passer le micro tout de suite. Thank you. I would prefer to speak in English, I think, rather than making some... Bon, merci, je préfère parler en anglais. I'm from Ethiopian Embassy. Thank you for extending invitation to us. Merci beaucoup pour votre invitation. I think I just found it's very interesting presentation and I'm clear with a lot of things. Je trouve très intéressante la présentation et je pense que je suis plutôt bien avec tout ce que vous m'avez présenté ce matin. So as I said, maybe it's for the first event and I have two questions which I want to forward. J'ai une ou deux questions. The first question is maybe since it's the livestock show, foreigners, how they are gonna attend and how they can present their potential. That's one question. And the second question is the event which is gonna to take place in 2026, Pastoralist, is, I think I just found it interesting, and we have a lot of pastoralists. So since we are saying the event is gonna accommodate professionals, so is there any way that we can look at it, those farmers? Donc, effectivement, j'aimerais savoir un tout petit peu plus comment les exposants vont optimiser, les exposants étrangers vont optimiser le salon pour présenter le produit. Et on a parlé, deuxième question, c'était plutôt 2026, on a parlé de l'année de pastoralisme. J'aimerais également savoir comment ça va être orienté, optimisé pendant le sommet de 2026. Merci. Très bien. Qui veut repréciser certains points ? Oui, juste pour compléter, je crois, tu as oublié David, c'est que monsieur est de l'ambassade d'Éthiopie, c'est ça? Donc c'est un grand pays d'élevage, et notamment pastoral. Donc d'où l'intérêt de la question, hein, l'Éthiopie. Alors juste, je profite du micro pour répondre à monsieur, tu traduiras David. Voilà. Donc oui, les visiteurs étrangers sont bien sûr les bienvenus, et africains en particulier, et notamment l'Éthiopie, puisque vous êtes le grand pays d'élevage en Afrique, puisque je crois que vous avez le plus grand cheptel d'Afrique. Donc pour cela, c'est très simple, hein, il suffit de... En tout cas, on a l'agence Business France, qui est ici d'ailleurs présente, que je remercie, qui nous aide dans la promotion du salon à l'étranger, et notamment c'est le bureau Business France, donc, qui est rattaché à l'ambassade de France en Éthiopie, qui nous représente là-bas et qui fait la promotion du sommet de l'élevage auprès des acteurs éthiopiens de l'élevage. Mais je vous invite aussi de votre côté à mobiliser vos réseaux et à faire venir les professionnels éthiopiens au sommet. On donc, va comme faire traduire peut-être... Non, ça va, ça va. Sur cette première partie, si... oui, donc, bien entendu... sorry. Right, well, Ethiopia, of course, we've got Business France, who are obviously one of our partners, so please use them. En fait, David, je pense que ton micro n'est pas connecté. Si. Je t'ai pas mis, tu t'es arrêté sur le français, apparemment. Oui, je sais, mais je dois répondre au monsieur en anglais.
Oui, moi c'est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de retour son. C'est la régie qui m'a coupé. Bon, right, sir, in reply to your question, reply to your first question, Ethiopia, obviously we recognise Ethiopia as being a very important country and very important partner for us at the Sommet d'Élevage. As you know, we have Business France, who's a partner of ours, and also have a presence in our embassy in Ethiopia. So please connect with them, join up with them, and from your point of view, please talk about our events to your farmers and to your organisers in your own country. Thank you. Ok, la suite peut-être. Oui, sur... ça marche? Oui, ça marche. Ouais. Sur la deuxième question, vous avez vu tout à l'heure dans la slide de présentation la montée en puissance pour 2026, ou 2026, dans l'espace dédié au pastoralisme, on présentera l'ensemble des pastoralismes au niveau mondial. Et bien entendu, là, on a 2 ans pour prendre contact avec vous, mais aussi avec d'autres, pour faire des zooms sur le pastoralisme à l'échelle internationale. On va essayer de coordonner cette présentation-là, et avec une grande conférence et des mini-conférences comme pour cette année, avec des présentations aussi de pastoralisme type. Et j'ai cru comprendre que vous étiez le pastoralisme en force au niveau du continent africain. Donc bien entendu, vous serez conviés par les organisateurs du sommet de l'élevage, et on aura l'occasion de se rencontrer pour mettre en valeur ce pastoralisme sur le stand dédié au pastoralisme. Et le hall d'accueil sera peut-être le lieu important du pastoralisme en 2026. C'est possible. On verra le président. Juste traduction, merci. Yes, so just this second question. Of course, we've got 2 years in which to work on this, as we were talking about 2026. So we're going to be focusing on those 2 years, and we're going to be looking to present pastoralism on a world scale. And obviously, your country being the number one for pastoralism in Africa, we're obviously going to be in discussion with you. As we said, there is going to be our stand in the main entrance hall, and these 2 years are going to allow us to exchange with you, with your country and other countries in Africa and throughout the world, as to how and to factor all of those elements into a big global presentation of pastoralism throughout the world. Merci beaucoup. Très bien. C'est bon pour nous? Parfait. Oui, juste une précision peut-être. Oui, je voudrais apporter une précision par rapport, faire le lien aussi avec le développement du machinisme. Pas se méprendre sur le fait que le sommet de l'élevage et la vitrine du pastoralisme, c'est effectivement l'objectif d'inscrire l'élevage dans une stratégie d'élevage durable. Mais comme la polyculture-élevage, le pastoralisme n'est pas un système exclusif, même au niveau des exploitations. On a effectivement une part de pastoralisme importante, mais il y a certains élevages. Alors, au Kazakhstan, c'est exclusif. Nous, en France, l'exclusivité pastoralisme, elle est quand même réduite. Et on a effectivement nécessité d'avoir ce qu'a évoqué tout à l'heure Bruno sur les évolutions et les adaptations sur les bâtiments, la mécanisation et ainsi de suite. Je veux dire, pour bien préciser que ce n'est pas incompatible tout ça. Pour ne pas commencer déjà à nous classer les uns et les autres. Merci. Oui, peut-être on va traduire éventuellement. Oui, bah alors... Non, mais ça va aller, mais OK. On a une question dans la salle, juste devant. Merci pour le micro. Oui, bonjour, Nathalie Marchand pour le groupe Réussir. Par rapport au machinisme, je voulais savoir du coup, en termes de nombre d'exposants au sommet de l'élevage, comment ça évoluait, si, vu le contexte, est-ce qu'il y en a moins, est-ce qu'il y a des nouveaux, est-ce qu'il y en a qui partent? Ça a été présenté tout à l'heure par Fabrice. Il va répondre, on a augmenté. On va vous dire le nombre exact, c'est autour de 400 exposants sur le machinisme agricole, sur 1600. Donc vous voyez, c'est un bon tiers. Et en surface, nous avons progressé de près de 4000 m² de stands.
Donc c'est une progression de l'ordre de 8% des surfaces, voilà, cette année dans ce domaine-là. Donc malgré le contexte difficile, délicat, on voit que les exposants du machinisme quand même prennent le sommet comme un rendez-vous important pour eux. Donc voilà, ce que je disais. C'est aussi un rendez-vous agréable. Je veux dire, j'ai été exposant dans une vie antérieure, j'ai exposé au sommet de l'élevage avec plusieurs marques. Et le sommet d'élevage est un endroit où on aime venir pour sa convivialité et pour surtout le rapport qu'on a avec des clients qui sont dans l'environnement de l'Auvergne, absolument charmants. Ils sont dans une vie difficile, mais ils savent rester les pieds sur terre et c'est un vrai plaisir que de discuter avec eux. CQFD, vous voyez, c'est un message que j'avais essayé de vous faire passer. La meilleure chose, c'est le témoignage de gens qui y sont. C'est ça. Vous ne faites que donner de la crédibilité à nos propos. Très bien, merci. On avait une question sur les innovations. On a parlé, il me semble, tout à l'heure des sommets d'or. Mais voilà, comment on valorise chaque année les innovations pendant le salon? Je veux juste repréciser. Oui, mais il y a une partie de la réponse dans la question. En fait, c'est au travers des sommets d'or, justement. C'est l'objectif des sommets d'or, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui est innovation, progrès. Et je le disais tout à l'heure, on a toujours cet ADN quand même de durabilité. Et le lien est toujours fait, y compris quand on parle d'innovation, de coupler, de connecter, que finalement, parler de durabilité, se projeter vers l'avenir, c'est aussi parle d'innovation et c'est pas du tout incompatible. Au contraire, c'est même au service. Et donc c'est comme ça qu'on bâtit la réflexion autour des sommets d'or et qu'on met en avant une partie justement de toutes les innovations qu'il peut y avoir au sein de notre salon. Une précision en plus? Oui. Pas oublier non plus qu'on a tout un village aussi de start-up qu'on appelle la Grange à Innovation, donc très important, une vingtaine d'entreprises, 25 peut-être, je ne sais plus, donc qui présentent toutes les dernières innovations en termes agricoles. Et qui sont rendues visibles avec donc il y a le concours de l'innovation, ça c'est une chose, mais il y a aussi donc tout un village d'entreprises, un écosystème autour de ça. Très bien. Oui. C'est aussi dire quand on parle. Mais quand on parle d'innovation, on imagine tout de suite l'innovation technique au travers du matériel, mais des fois il y a la petite application qui rend la vie beaucoup plus simple à l'éleveur et à l'agriculteur au quotidien, qui est quelque chose d'hyper important en fait. On le redit, on a un enjeu fort de renouvellement de génération d'éleveurs demain, et ça fait aussi partie de cet enjeu-là. C'est une réponse à l'enjeu du renouvellement. Voilà, simplifier la vie de l'éleveur de demain, c'est aussi s'assurer une capacité à aller recruter de nouveaux éleveurs. Innovation, produits et services. Je ne vais pas paraphraser, mais par nature, un salon, c'est un lieu où on vient exposer que des innovations. C'est même, j'allais dire, le contraire d'un musée. Un musée, c'est peut-être qu'on montre le passé. Dans un salon, les exposants viennent montrer qu'est-ce qu'ils ont de nouveau. Donc, on a les sommets d'or qui sont des innovations un petit peu remarquables, mais après, chaque exposant, chaque année, vient montrer ce qu'il a, les dernières actualités. Donc, vous en faites pas en venant dans un salon professionnel, quel qu'il soit, au sommet ou dans d'autres. Chacun trouve des réponses très concrètes aux besoins de développement de son activité. Et puis peut-être aussi rajouter aussi, pour toujours être dans la logique de ce qu'on a présenté, les 4 jours du sommet, c'est les 4 jours où physiquement vous pouvez voir les innovations, mais il va y avoir tout ce travail qu'a présenté Victor sur les 360 et quelques jours du reste de l'année, où au travers justement aussi de tout le développement qu'on peut avoir au niveau du digital, c'est aussi au quotidien de continuer à mettre en avant toute cette innovation et tout ce progrès qu'il peut y avoir. On peut se connecter sur l'instant T des 4 jours. Voilà, sur le comptoir des éleveurs. Il est temps de clôturer cette conférence de presse. Je vous donnerai quelques indications logistiques juste après, mais je laisse la parole d'abord à Jacques Chazallet pour la conclusion, la clôture. Merci. Bien, écoutez, merci à tous de votre présence. Et alors, je crois qu'il y a un peu plus d'un millier de visio là. Absolument. Donc, il ne faut pas les oublier. Donc, bon, vous avez vu que le sommet trace des perspectives dans la durabilité, dans les échanges internationaux qui dépassent effectivement le monde de l'élevage. Vous avez vu la présentation que nous a fait l'ambassadrice du Kazakhstan, que je voudrais remercier d'une part de sa présence et d'autre part pour son excellent français. Merci beaucoup, madame, parce que c'est vraiment appréciable. Vous voyez, les traductions, c'est pas toujours simple, mais bravo.
Remercier alors effectivement nos partenaires aussi. Hein. On a parlé du comptoir, on a parlé des sommets d'or. Donc même s'ils sont manifestés, ne pas oublier le groupe Réussir, hein, qui est un partenaire important pour nous donc dans l'organisation. Et puis saluer, bon, bien sûr, la technique hein, qui nous a permis de faire ça. Et puis il y a quand même aussi quelqu'un que je voudrais saluer, c'est Jean-Luc Poulain. Alors, il est président honoraire du SIA, mais vous avez parlé que vous étiez au SIA, donc il était président quand vous avez sur le stand. Et donc Valérie Leroy, qui est la directrice du salon. Donc voilà pour montrer aussi que les salons, ils peuvent se compléter, ils peuvent encourager les échanges. On n'a pas forcément le même objectif et le même public. Et donc, pour revenir au sommet de l'élevage, montrer quand même que le monde agricole, malgré les difficultés, et particulièrement le monde de l'élevage, parce que je pense qu'il y a un véritable enjeu pour la France sur la pérennité de l'élevage, dans toute sa diversité. Nous, on met en lumière effectivement le pastoralisme qui implique d'autres choses derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cette pérennité-là nécessite effectivement une prise de conscience de la société, d'une part. Hein. Alors bon, le contexte, il est ce qu'il est à l'heure actuelle. Mais il nécessite aussi, et c'est ce qui se traduit au niveau du sommet de l'élevage, de la part des éleveurs et des futurs éleveurs, et c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir le nombre de jeunes qui s'intéressent à la question et qui nous permet de tracer des perspectives et de se dire que malgré les difficultés, eh ben, il y a encore de l'envie pour investir, pour se développer et puis pour continuer à faire une agriculture pour une alimentation de qualité en France. Et ça, grâce à vous tous, et ça, je voulais vous en remercier. Merci. Merci. Merci effectivement à la technique, à David, notre traducteur, à tous ceux qui sont connectés. Merci d'avoir été présents à nos côtés. Et pour ceux qui sont cette fois-ci en présentiel, je vous propose que l'on se retrouve dans quelques instants au restaurant Le Petit Varennes. C'est à 100 mètres environ. Quand vous sortirez du ministère, c'est sur votre gauche. On aura un moment convivial ensemble, hein, parce que c'est quand même dans l'ADN, vous l'avez dit les uns et les autres, autour d'un cocktail déjeunatoire. Et à tous, évidemment, nous vous donnons donc rendez-vous du 1er au 4 octobre à Clermont-Ferrand. Et d'ici là, très bel été à tous. Merci.